Chaque nuit représente pour notre organisme une traversée du désert. Au réveil, nous sommes totalement et complètement déshydratés, d'où l'importance de boire un grand verre d'eau pour réveiller notre organisme. C'est avec ce petit conseil que nous vous disons bonjour et bienvenue dans Matin Bonheur. Et oui, la plus belle des matinales qui ouvre les portes de la Côte d'Ivoire. Nous sommes mardi aujourd'hui et ce mardi, nous parlerons, et oui, droit avec notre invité et vous aurez un sujet qui nous concerne, un sujet qui fait partie de notre quotidien. Sans oublier, bien sûr, qu'on fera le tour de toutes les actualités. Allez, on va démarrer avec la couleur du temps. Juste vous indiquer qu'il y a beaucoup de brouillard très tôt le matin. Et ensuite, vous aurez le premier point de l'actualité avec Régis Kofi qui est déjà dans ce studio. Matin Bonheur, c'est parti. Mesdames et messieurs, bonjour. Des réductions de la visibilité seront observées tout le matin sur les régions du littoral et du sud forestier par de la brume humide ou du brouillard. Par la suite, un temps partiellement nuageux et progressivement ensoleillé s'y présentera. Les vents secs et frais intéresseront les régions du nord et de la bande centrale. La visibilité y sera réduite par de la brume sèche durant la période. Les températures prévues pour la matinée seront de 21 degrés à Bangourou, 24 degrés à Abidjan et Adiaké, 19 degrés à Bondoukou, Bouaké et Bouna, 18 degrés à Bundiali, 20 degrés à Daloa et Dimbokro, 19 degrés à Gagnoa, 18 degrés à Guiglo, 17 degrés à Korogo, 16 degrés à Mont et Odiéné, 23 degrés à San Pedro, Sassandra, Soubré et Tabou, 24 degrés à Tiasalé, 17 degrés à Touba et 18 degrés à Yamoussoukro. Les vents secs et quelque peu chauds atteindront les régions du littoral en début ou en milieu de période. Cela y entraînera une sensation d'air sec avec un voile poussiéreux dans le ciel. En fin de période, la remontée des vents humides atténuera les effets de l'harmattan dans le sud forestier. Un temps partiellement nuageux sera présent sur le littoral et le sud forestier. Les vents secs et chauds seront présents sur les régions du nord et de la bande centrale avec une forte intensité. Côté température, le mercure affichera pour l'après-midi 35 degrés à Abangourou, 32 degrés à Abidjan, 33 degrés à Adiaké, 35 degrés à Bondoukou, Bouaké, Bouna et Bundiali, 36 degrés à Daloa et Dimbokro, 35 degrés à Gagnoa, Guiglo et Korogo, 34 degrés à Mont et Odiéné, 32 degrés à San Pedro, Sassandra, Soubré, Tabou et Tiasalé, 35 degrés à Touba et enfin 36 degrés à Yamoussoukro. Nous vous disons merci de nous avoir suivis et nous vous souhaitons une agréable journée. Bonjour à tous, voici la première dose d'information. Le Premier ministre Patrick Achi a procédé hier à Ebimpe dans la commune d'Anyama au lancement des travaux de construction de 7 établissements de formation professionnelle. Coût global des établissements, 146,5 milliards de francs CFA. Des établissements répartis sur toute l'étendue du territoire. Le point d'Alexis Ouedraogo. La Côte d'Ivoire a d'abord besoin aujourd'hui de techniciens et d'ingénieurs pour accélérer la marche de notre industrie, de nos entreprises et celle de notre marché de l'emploi. Pour donner vie à la vision, le gouvernement va multiplier sur toute l'étendue du territoire les centres de formation professionnelle. Ce lundi à Ebimpe, le Premier ministre Patrick Achi a posé la première pierre du centre de formation d'Abobo Anyama. Sur ce site,
Dans quelques mois, sortira un lycée professionnel splendide qui attirera filles et garçons de notre pays en quête de formation spécialisée. Le système de l'enseignement technique et de la formation professionnelle veut attirer le plus grand nombre de jeunes, déjà dès les classes de CM2, et en synergie avec les secteurs productifs, mettre en place l'offre formation-stage pratique pour une insertion professionnelle optimale. Avec un système de formation professionnelle et technique solide en place, les jeunes peuvent s'insérer plus facilement dans le tissu professionnel et répondre aux besoins du marché. D'un investissement total de 146 milliards de francs CFA, la mise en œuvre du projet doit tenir sur 7 années, dont 3 pour la construction de l'ensemble des établissements et 4 autres pour l'accompagnement du corps enseignant et la maintenance de l'équipement. Pour le Premier ministre Patrick Achi, renforcer le capital humain reste le pilier majeur du programme Côte d'Ivoire solidaire. La capacité à assurer une éducation performante pour notre jeunesse, lui permettant de maîtriser les savoirs fondamentaux comme ceux techniques ou digitaux liés à notre époque, constitue un pilier majeur des progrès que nous devons accomplir. Pour, in fine, donner aux Ivoiriennes et aux Ivoiriens les armes les meilleures pour s'insérer dans la vie active, contribuer au développement du pays, consolider sa paix civile. En un mot, vivre mieux, vivre bien, vivre pleinement. Aux côtés des Bampé à Abidjan, les villes de Yamoussoukro, Diabo, Korogo, Dabakel, Agbéléban et Kong sont concernés par le projet. 7 établissements de formation professionnelle dans 14 filières pourvoyeuses d'emploi, allant de la mécanique générale à l'agriculture, en passant par l'élevage, l'imprimerie ou encore les travaux publics. Reprofilage de voies, ouverture de marchés couverts et remise de table-banc, des actions du Conseil régional du Gao, le Conseil qui serait réjoui d'avoir injecté plus de 100 millions de francs CFA pour le développement de la région. Dogui Aipé Gagnoa dans un commentaire de Sidonie Davila. Situation difficile et angoissante des populations de Gobia, Kwame-Fla, avec ce marché de fortune placé le long de la voie. On n'a pas marché, c'est sur la route on fait. Si voiture vient, on décale pipi et puis on place. Si moto vient, on enlève et puis on place. Mais aujourd'hui, j'ai appris qu'ils vont venir donner notre clé de nouvel marché là. Je suis très contente. Je me suis réveillée à 5 ans aujourd'hui pour aller balayer là-bas. Un cauchemar qui prend fin avec la livraison d'un nouveau marché pour les commerçants de Gobia, Kwame-Fla, 2 grosses localités jumelées de plus de 14 000 âmes à une trentaine de kilomètres de Gagnoa. Couvert d'environ 150 mètres carrés, ce marché est aussi composé de 2 blocs de 5 magasins chacun, le tout pour un coût global d'environ 40 millions de francs CFA. Le président du conseil régional, Didier Bagnon, a procédé à la remise officielle des clés au sous-préfet Doumé, représenté pour l'occasion par Laurence Akapo. Dans le cadre du développement de la région, Didier Bagnon a aussi donné le premier coup de pioche qui démarre les travaux de reprofilage lourd de l'axe routier Gobia-Kwame-Fla, Fetekro, d'une longueur totale de 24 km sur 7 mètres de largeur et un coût global de 100 595 000 CFA. Les travaux sont prévus pour une durée de 4 mois. Cela permettra à tous ceux qui produisent, qui font la production, de sortir ces produits-là et évidemment de venir les vendre ici. Donc moi, en tant que cadre Doumé, je suis un individu heureux. Et ça prouve encore une fois que le conseil régional est dans sa mission. Le conseil régional est en train de mener le développement comme l'a souhaité le président de la République, son Excellence Alassane Ouattara. Mais mieux, nous sommes arrivés ici aujourd'hui, nous avons vu le gros village, ce gros village électrifié. C'est d'abord la satisfaction totale. Quand on fait les routes, c'est pour que les femmes, les commerçantes et les commerçants eux-mêmes viennent sur ces marchés pour vendre. Donc il faut faire les routes. Nous sommes prêts à faire des routes. Et encore davantage, c'est la mission que le président de la République nous a confiée. Parmi les actions du conseil régional du Gao, on note la réhabilitation d'un bâtiment de 3 classes pour un montant de 17 millions de francs CFA, ainsi que la remise de tables-bancs aux établissements secondaires de Gagnoa.
Au Burkina Faso, après une journée de confusion, des militaires ont fait une déclaration à la télévision nationale. Ils ont annoncé avoir mis fin au pouvoir du président Roch Marc Christian Kaboré, ainsi que la suspension de l'Assemblée nationale et du gouvernement, la fermeture des frontières et la mise en place d'un couvre-feu de 21h à 5h du matin. Sur la scène internationale, ce coup de force a été largement condamné, notamment par l'ONU, qui a appelé les auteurs à déposer les armes et à protéger l'intégrité physique du président Kaboré. Même son de cloche du côté de l'Union africaine et la CEDEAO. Les États-Unis et l'Union européenne ont, eux, demandé la libération immédiate du président Kaboré. La France appelle ses ressortissants à la prudence et à éviter tout déplacement au Burkina Faso. L'actualité, c'est aussi la Coupe d'Afrique des Nations. C'est du football. Hier, le Cameroun s'est qualifié pour les quarts de finale de la CAN. C'était face aux Comores, dont l'effectif a été diminué par le Covid-19 et réduit très vite à 10. Dans cette rencontre avec un carton rouge. Dans l'autre quart de finale, c'est la Gambie qui a pris le meilleur sur la Guinée. 1-0, score final. Les huitièmes de finale se poursuivent aujourd'hui. 16h temps universel. À suivre Sénégal-Cap-Vert. Et à 19h, Maroc-Malawi. Point final. L'actualité revient à 7h. Merci beaucoup et on sera avec Régis Kofi pour un autre point de l'actualité. Donc voilà le sommaire pour la suite dans cette émission. Qu'est-ce que vous allez avoir aujourd'hui? Nous aurons à vous proposer bien sûr les infos jour J avec les événements qui se déroulent certes en Côte d'Ivoire mais partout dans le monde. On aura aussi à prendre la direction de nos marchés avec combien ça coûte, sans oublier que pour ce jour, nous aurons à vous proposer dans cette émission du sport, fitness, et oui, quelques exercices pour bien démarrer la journée. Vous pouvez le faire même avant de prendre votre douche chaque matin, histoire de vous réveiller un peu. La revue de presse, ce sera le tour de l'actualité avec l'intégrale aujourd'hui. Et Rodon recevra M. Lee Aimé, il est rédacteur en chef à Radio Yopougon. L'invité du jour nous permettra de planer un peu dans le droit avec un sujet qui nous concerne tous. On parlera de la filiation et du rétablissement d'identité, sans oublier Info Express. Pour terminer cette émission, et ce jusqu'à 8h. On passe maintenant aux infos jour J. Ce 25 janvier, nous sommes avec vous et sachez que dans le monde, vous aurez des événements. On va commencer chez nous en Côte d'Ivoire. Donc, il y aura ce 25 janvier la cérémonie annuelle de présentation de bilan des activités 2021 de la Bourse régionale des valeurs mobilières et du dépositaire central, Banque de règlement. Voilà. Et aussi ce jour, fin à Rabat, au Maroc, de la réunion de haut niveau sur le financement de l'organisation panafricaine organisée bien sûr par l'Union africaine. Et la CAN nous conduit au Cameroun donc avec ces deux rencontres pour aujourd'hui. À partir de 16h, vous aurez Sénégal-Cap-Vert et ensuite le Maroc qui sera face au Malawi. Ce sera à partir de 19h. On reviendra bien sûr sur ces infos jour J avant de terminer cette émission. Merci de suivre Matin Bonheur. On part maintenant vers nos marchés avec combien ça coûte. Combien ça coûte les différents coûts des denrées alimentaires. On en profite pour saluer toutes ces braves dames et aussi ces braves hommes qui se lèvent très tôt le matin pour vous permettre d'avoir quelque chose dans vos assiettes le matin, à midi et aussi le soir. On démarre avec la poissonnerie et vous avez des dorades à 2500 francs. Voilà, merci à la réalisation qui nous permet d'avoir des images et surtout les différents prix et
Et nous vous rappelons que c'est au kilogramme. Nous avons des sosos à 3000 francs CFA pour vous permettre d'avoir de très bons poissons, bien sûr, dans vos assiettes et dans vos cuisines. On a des carpes noires à 3500 francs le kilogramme, voilà. Et nous avons aussi des brochets à 2600 francs CFA, c'est au kilogramme. Nous avons des sosos importés à 2500 francs aussi, voilà. Les images que vous avez depuis chez vous, et aussi des carpes noires importées à 1800 francs le kilogramme. Et on termine avec des crevettes que nous avons, bien sûr, à 4500 francs le kilogramme. Voici pour combien ça coûte aujourd'hui avec les différents coûts de nos denrées alimentaires. Chaque jour comme ça, nous vous en proposons. On a de la boucherie, on a de la poissonnerie, on a des produits vivriers, tout pour vous permettre d'avoir juste une idée de ce que nous avons sur nos différents marchés, que ce soit à Djamé, que ce soit à Angré, que ce soit même à Port-Beu ou à Trècheville. Ce sont des prix officiels que nous vous donnons dans Matin Bonheur. Allez, notre invité actu aujourd'hui. Définition et le côté obscur, la semaine dernière évoqué dans Matin Bonheur, l'acte 2 du même sujet, mode opératoire et impact de l'usure sur les usagers et leurs familles. Nous recevons bien sûr notre invité actu et c'est M. Nguessan Kwaku. Il est président de l'Union générale des consommateurs qui fait son entrée. Bonjour, Monsieur Nguessan. Bonjour. Vous allez bien? Très bien. On va s'installer. Merci. On va s'installer, bien sûr, pour plancher sur ce sujet très important qui nous concerne, qui fait partie de notre quotidien. Donc, alors, Monsieur Nguessan, on rappelle à nos téléspectateurs que la semaine dernière, c'était surtout le côté obscur abordé et la définition abordée sur ce sujet-là. Bien sûr, aujourd'hui, l'acte 2 du mode opératoire et impact de l'usure sur les usagers et leurs familles. On n'en parle pas très souvent. Cela fait partie de notre quotidien. Je dirais que c'est un mal très silencieux, mais qui fait beaucoup de dégâts. Voilà, merci de me prêter le mot. On va revenir un tant soit peu sur la définition avant de poursuivre. Bonjour à tous. L'usure, comme on le définit, on dit que c'est une méthode, c'est un processus qui est illégal en Côte d'Ivoire, puisque les prêts qui sont consentis sont illégaux. Oui. On prête de l'argent à des taux faramineux. On ne sait pas d'où ces taux-là sortent, alors qu'au niveau même de la convention de l'UEMOA sur les prêts, les ministres des Finances de l'UEMOA se réunissent à tout moment pour fixer un taux par rapport aux prêts. Alors, ceux qui sortent au-delà de ce prêt et de ce taux, ils sont des gens qui sont hors la loi, qui sont des clandestins et ils sont illégaux. Donc, quand vous voulez prêter de l'argent ou vous travaillez dans le domaine de la finance, il y a la loi qu'il faut respecter et il faut aller vers le ministère des Finances pour avoir les documents appropriés pour vous permettre d'exercer dans le droit. Alors, merci pour cette définition. On va encore plus comprendre le mode opératoire. Comment ça se passe concrètement? C'est des personnes qui sont tapis dans l'ombre, oui, qui rôdent autour des banques. Et comme nos banques ici en Côte d'Ivoire ne prêtent pas de l'argent facilement à nos fonctionnaires, monsieur part avec son bulletin et ses documents, il va à la banque, on lui dit que non, vous n'avez pas droit au prêt. Donc quand il sort de la banque, il parle seul avec ses documents à la main. Et monsieur qui est posté, c'est pour cela qu'on les appelle des margouillards, ils sont toujours collés au mur. Ils sortent et ils vous demandent, monsieur, vous voulez un prêt? Oui. C'est l'APA en même temps. Bon, venez nous voir. Il entraîne le monsieur dans un bureau quelconque, un magasin. C'est de deux ordres. Hein. Ça, c'est pour le côté où on doit vous prélever sur le salaire. Il l'amène dans un magasin. Il lui dit, bon, mais écoutez,
voilà les appareils, bon, on vous vend un poste téléviseur, bon, je dis n'importe quoi, à 500 000 francs. Ben, en retour, monsieur, il ne va pas avoir l'appareil. C'est l'argent espèce dont il a besoin. Peut-être qu'il a perdu un parent ou bien il a un problème. Il veut le résoudre. Donc, on lui fait signer des documents. Il y a un engagement qu'il signe. Il a tout de suite les documents qu'on lui fait signer. Et il ne lit pas. Des fois même, il y a des documents qu'on ne remplit pas, mais il signe. L'important, c'est d'avoir Il veut avoir de l'argent. Donc, quand il a signé, on lui dit, bon, mais écoutez, pourquoi on te donne de l'argent? Il faut aller nous donner une attestation de quotité cessible. Et ce papier, pour l'avoir, il faut aller à la solde. Donc, quand vous allez à la solde, on regarde votre bulletin. Si vous n'êtes pas endetté, on vous donne l'attestation de ce qu'on appelle la quotité cessible. Et avec ce document, vous revenez voir le monsieur et vous signez un engagement pour dire que vous avez pris un prêt. Donc, vous signez l'engagement. Et muni de tous ces documents, ce même monsieur se rend à la justice. Quand il va à la justice avec tous ces documents, déjà la justice dit qu'il y a une facture, il y a un engagement de prêt, il y a l'attestation de la quotité cessible. Il prend tout ça et puis il leur donne une autorisation qu'on appelle l'autorisation de cession. Et c'est cette autorisation-là, parce que lui, ils prennent le faux pour aller à la justice obtenir le vrai. Une fois ils ont ce document signé par le greffier, ils se rendent maintenant à la solde. Ils déposent. Et si vous avez eu 100 000 francs comme espèce, quand je vous ai dit que 500 000 francs, l'appareil coûte 500 000 francs, on vous remet en espèce 100 000 francs. Et les 500 000 francs, on va commencer à vous prélever durant des années. Ça, c'est la première option. Okay. La deuxième, vous sortez de la banque, vous n'avez pas d'argent, le monsieur vous dit, vous voulez un prêt? Oui, je veux un prêt. Bon, venez me voir. Vous voulez combien? Vous voulez 500 000 francs. Bon, moi, je peux vous donner 200 000 francs, mais vous me donnez chaque mois 100 000 jusqu'à ce que mes 200 000 francs finissent. D'accord? Mais en retour, vous me remettez votre carte bancaire. Oui. Monsieur dit qu'il a des problèmes. Donc, il vient sans comprendre, sans chercher qu'en lui donnant la carte, il aura des problèmes. Il lui remet la carte moyennant peut-être 100 000 ou bien 150 000 francs. Toute une vie. Oui. On a le sentiment que ce genre de remboursement n'a pas de fin. Aujourd'hui, c'est vrai qu'on indexe un peu certains fonctionnaires qui s'adonnent à cette pratique, qui en sont même des victimes et tout. Quel est le pourcentage aujourd'hui en Côte d'Ivoire? Nous avons fait, comme à ce niveau-là, les enseignants sont les plus nombreux. Oui. Les statistiques montrent que c'est 25% des enseignants qui sont impactés à ce jour. Alors, quand on ajoute à côté les autres fonctionnaires, on se retrouve à 30%. 30% des fonctionnaires aujourd'hui qui ont ces problèmes-là. Et aujourd'hui, c'est difficile. Et j'ai dit tout de suite que en 92, le président actuel, le président Alassane, étant Premier ministre, a pris une décision. C'était un décret qui avait été pris pour dire qu'on ne devrait plus faire des retenues à la base sur les salaires par rapport à ces prêts, à ces maisons de crédit. Il y en a une quarantaine, et ce sont des maisons fictives aujourd'hui. Quand on m'a envoyé les dossiers, j'ai essayé d'appeler au moins une dizaine de maisons. Silence radio. Oui. Il n'y a jamais eu de réponse. Mais sur le bulletin, ça figure, eux, on continue de prélever de l'argent. Ça va où? Et il faut qu'on nous le dise. Et là encore, il y a un problème. Parce que la loi 810 de décembre 2014 dit qu'on ne doit plus avoir ce genre de personnes. C'est-à-dire le mot usure, même en Côte d'Ivoire, on ne doit plus entendre ça. Et puis,
sur les bulletins, on continue de prélever à la source. Alors qu'en amont, il y a une loi qui dit que c'est plus possible depuis 2014, on ne doit pas le faire. Pourquoi? Jusqu'à présent, le directeur de la SODE permet à ce que ces prélèvements-là se fassent. Alors, c'est vrai que vous avez évoqué tout à l'heure la loi 2014-810 portant répression de l'usure. Moi, je voudrais savoir, à votre niveau, qu'est-ce qui est fait pour véritablement stopper cette pratique? C'est vrai que nous nous retrouvons ici pour en parler, pour décrier. À votre niveau, qu'est-ce qui est fait? Ce qui est fait, c'est que nous venons là, et chaque fois que nous prenons le micro, nous exhortons et nous appelons tous ceux qui sont dans ces problèmes-là, qui ont des problèmes aujourd'hui avec les margouillas, on les amène à nous appeler. On leur dit, appelez-nous, parce que le margouillat ne doit plus exister, puisque la loi réprime. Cette loi-là aujourd'hui, si vous, à partir de cette loi, tous ceux qui ont déjà ces problèmes peuvent se plaindre à la police, à la gendarmerie, partout, pour qu'on mette fin à ce système. Donc nous leur disons, nous sommes là. Vous pouvez nous appeler au 01 41 08 41 95. Envoyez-nous vos bulletins. Envoyez-nous les numéros de vos cartes bancaires que vous avez données aux margouillas qui sont en train de vous cisailler partout alors qu'ils n'ont plus le droit. Parce que la loi 810 réprimande. Parce que la loi 810 dit que si on attrape un margouillat qui est en exercice, qui est en train de faire du mal, quand on prend de l'argent, la carte de quelqu'un, on lui fait du mal. Vous êtes en train de faire du mal à quelqu'un, on le met en prison parce qu'il est, c'est-à-dire il est passible d'une amende de 100 à 1 million, 5 millions et d'une peine de prison de 2 mois à 5 ans. Et derrière cette personne, il y a toute une famille. Effectivement. Donc tout ça, il faut protéger. C'est ce que le président de la République a fait. Il veut protéger les fonctionnaires de Côte d'Ivoire. Tous les fonctionnaires. C'est pour cela que cette loi a été prise. Donc, je viens dire à la population que la loi 810 protège tous les fonctionnaires de Côte d'Ivoire. Et si vous êtes aujourd'hui dans ce problème, appelez-nous. Envoyez, n'ayez pas honte. Si vous avez des parents qui sont à côté, qui sont en train de souffrir parce qu'il y a une honte. Tout à l'heure, on parlait de ça. C'est une honte de donner sa carte magnétique à un individu. Vous avez fait des études du CP1 jusqu'à, je crois, je ne sais pas, en 2 ou en licence ou bon, en maîtrise. Et quelqu'un qui n'a jamais mis pied à l'école parce qu'il vous a donné 100 000 francs, vous lui donnez votre vie entière en vous lui donnant votre carte magnétique. Et c'est lui qui gère votre vie durant 10 ans. Mais j'ai pleuré quand quelqu'un est venu me voir. Il a emprunté 500 000 francs avec un margouillat. Et pendant 8 ans, monsieur a payé les 500 000 francs. Ça lui faisait, quand il a fait le calcul, ça lui fait 8 millions en 8 ans. Où allons-nous avec ça? Donc c'est pour cela que le président de la République a pris la décision pour dire qu'on met fin à ça. C'est du massacre. On met fin à ça, mais il faudrait que ce soit concret dans le quotidien des Ivoiriens. Effectivement. Parce qu'on en a encore devant des établissements bancaires et tout. Ils ne doivent plus travailler à visage découvert. Les margouillas doivent rentrer dans la clandestinité. Aujourd'hui, je dis à la population qu'il ne doit plus avoir de margouillas, on ne doit plus les voir. C'est inhumain, c'est impensable de voir un fonctionnaire qui a 500 000 francs comme salaire et qui se retrouve avec 100 000 francs à la fin du mois. C'est inhumain. Donc, il faut finir avec ça. La loi protège tout le monde. Donc, je demande au directeur de la SODE aujourd'hui d'arrêter de faire des prélèvements. La loi, cette loi, la 810, nous le dit. Il faut arrêter de faire des prélèvements. Le salaire, quand il sort de la SODE, doit être vierge.
en dehors des prélèvements habituels qui sont la CNPS et ainsi de suite, mais tout le reste, on ne doit plus avoir ça. Merci beaucoup à M. Kwakum Guessan. On rappelle qu'il est président de l'Union générale des consommateurs. On retiendra que c'est un appel qu'on lance ce matin à tout un chacun pour éviter, bien sûr, de perdurer dans cette pratique-là qui bien continue d'exister dans notre pays. Mode opératoire et impact de l'usure sur les usagers et leurs familles. Voilà l'aspect très mauvais, on va dire, de cet état de fait-là, tout simplement pour dire aux populations que cela existe. Et certes, même si quelque part on met en avant les problèmes de la vie, les souffrances que certaines personnes ont au quotidien, il faudrait éviter ce genre de pratique. Effectivement. Merci beaucoup. Merci. En tout cas, pour votre passage et cet appel aujourd'hui, envers tout un chacun. Allez, on part avec l'agenda et on aura la suite de cette émission dans quelques instants. Nous vous rappelons que vous êtes sur Matin Bonheur. Le Conseil économique, social, environnemental et culturel organise la rentrée solennelle de sa 13e mandature en présence du président de la République, son Excellence M. Alassane Ouattara. Sous la présidence du Dr Eugène Akawile, président du Conseil économique, social, environnemental et culturel. Le jeudi 27 janvier 2022 à 10h au siège de l'institution, si au plateau, boulevard Garde, avenue Terrasson de Fougères. Contact 27 20 25 02 00. Retour de l'information dans cette matinale. Bienvenue. L'Assemblée nationale s'est réunie pour travailler sur un projet de loi et procéder à un examen du dispositif légal. Les députés ont reçu le ministre Alcide Djedje qui a présenté un projet de loi relatif à la ratification du protocole sur la lutte contre la corruption. Éric Ogori. Le projet de loi autorisant le président de la République à ratifier le protocole sur la lutte contre la corruption de la Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, CEDEAO, a été adopté à l'unanimité ce lundi 24 janvier par la Commission des relations extérieures de l'Assemblée nationale de Côte d'Ivoire. C'est le ministre délégué auprès du ministre d'État, ministre des Affaires étrangères, de l'intégration africaine et de la diaspora, chargé de l'intégration africaine, Alcide Djedje, qui était devant les députés pour présenter ce projet de loi. Il a été signé par les 15 États membres de la CEDEAO et a entré en vigueur en 2015 dès sa ratification par 9 d'entre eux. La Côte d'Ivoire a signé l'acte d'adoption de ce protocole en 2001 à Dakar, mais n'a pas parachevé le processus par l'acte de ratification. Le présent protocole, qui comporte 27 articles, appelle à l'harmonisation de la part des États partis de leur loi nationale sur la lutte contre la corruption pour permettre l'adoption de mesures préventives efficaces contre la corruption et des sanctions proportionnelles et dissuasives. Après des débats, les parlementaires ont fini par voter ce projet de loi. Une loi qui va lutter efficacement contre la corruption dans l'espace CEDEAO. Ce fléau, dont les effets sont dévastateurs et touchent les aspects de la vie sociale, économique et politique. C'est vrai qu'on a autorisé le président de la République à ratifier cette convention, mais le plus grand du travail doit se faire ici, en Côte d'Ivoire. Il faut que nos lois nous permettent de lutter contre ce qui n'est pas bon. Ainsi, les 15 États membres de la CEDEAO sont déterminés à faire barrage contre la corruption pour la promotion de la bonne gouvernance. On reste à l'hémicycle. La ligne 1 du métro d'Abidjan et l'aménagement hydroélectrique de Saint-Grobois-Ouati vont bénéficier d'un régime fiscal et douanier spécial. Les députés ont voté ce lundi à l'unanimité 2 projets de loi accordant des exonérations à ces ouvrages structurants. Lanciné Bakayoko. En ratifiant le premier projet de loi, les députés, membres de la Commission des affaires économiques et financières, consentent à aménager un régime fiscal et douanier particulier
pour la réalisation des travaux de la ligne 1 du métro d'Abidjan. Ce régime a déjà fait l'objet d'une annexe fiscale à la Convention des concessions signée avec l'État de Côte d'Ivoire. Cette annexe prévoit, sur une période de 5 ans correspondant à la durée des travaux, des exonérations qui couvrent les impôts directs et indirects. Le coût de ces exonérations est estimé à 53,8 milliards de francs CFA. En ce qui concerne la TVA ainsi que les droits et taxes à l'importation, la prise en charge se fera par le mécanisme des chèques spéciaux du Trésor. Le montant des chèques spéciaux à émettre est de 172 milliards de francs CFA. Les avantages fiscaux et douaniers prévus par l'annexe fiscale à la Convention ont permis une réduction du coût global du projet de l'ordre de 226,3 milliards. Le second projet de loi légalise les exonérations fiscales et douanières liées à l'aménagement hydroélectrique de Saint-Grobo à Wati, une centrale électrique de 44 MW sur le Bandama. La société Ivoire Hydroénergie, qui réalise l'ouvrage, a contracté un crédit relais de l'ordre de 100 milliards de francs CFA pour financer le projet. Elle a donc dû négocier en juillet 2021 un accord direct avec le gouvernement et les bailleurs de fonds afin de permettre le refinancement de ce crédit relais à des conditions plus avantageuses. L'accord direct prévoit le remplacement du crédit relais par un crédit long terme, dont les termes de financement effectifs sont plus avantageux que les taux prévisionnels du modèle financier annexé à l'avenant numéro 1 de la Convention IHE. L'amélioration des conditions de financement aura pour conséquence la réduction du prix de cession ainsi que des échéanciers de remboursement du prix bas. L'aménagement hydroélectrique de Saint-Grobo est un projet sur le modèle d'un partenariat public-privé. Le coût global de l'ouvrage culmine à 121 milliards de francs CFA. Au Burkina Faso, après une journée de confusion, des militaires ont fait une déclaration à la télévision nationale. Ils ont annoncé avoir mis fin au pouvoir du président Roch-Marc Christian Kaboré, ainsi que la suspension de l'Assemblée nationale et du gouvernement, la fermeture des frontières et la mise en place d'un couvre-feu de 21h à 5h du matin. Sur la scène internationale, ce coup de force a été largement condamné, notamment par l'ONU, qui a appelé les auteurs à déposer les armes et à protéger l'intégrité physique du président Kaboré. Même son de cloche du côté de l'Union africaine et la CEDEAO. Les États-Unis et l'Union européenne ont, eux, demandé la libération immédiate du président Kaboré. La France appelle ses ressortissants à la prudence et à éviter tout déplacement au Burkina. En bref, 3 manifestants ont été tués au Soudan lundi lors de nouveaux rassemblements contre le putsch et le pouvoir militaire, une mobilisation populaire qui ne faiblit pas depuis le coup d'État du 25 octobre dernier. En bref, toujours au Mali, la junte demande au Danemark de retirer ses troupes. Une centaine de soldats danois étaient arrivés récemment dans le pays dans le cadre des forces Takuba pilotées par la France. La demande de retrait de ce contingent danois survient en plein bras de fer entre la junte et une partie de la communauté internationale qui entend la voir tenir son engagement de rendre le pouvoir aux civils dans un avenir proche. Va-t-il se représenter ou pas à la présidentielle prochaine? Emmanuel Macron reste évasif sur sa candidature à la présidentielle 2022 lors d'une visite consacrée au bilan de ses actions dans le monde rural. Regardons. Parce que comme vous l'avez démontré vous-même, on a encore beaucoup de choses à faire. Si tout était réglé. Si tout avait été réglé. C'est pas le cas. Donc il faut. Oui, mais il faut jusqu'au dernier moment. Après, j'annoncerai ma décision en temps voulu. Mais je pense qu'en tout cas, l'exemple que vous donnez en vous inscrivant sur des listes, en vous intéressant à ce qui est en train de se dessiner pour l'avenir du pays, et en allant voter, c'est très important. Oui, mais c'est le droit de voter. C'est un droit qui a été conquis, donc qui crée une forme de devoir, même un devoir. Les jeunes vont l'accompagner. Et donc s'intéresser des programmes, des propositions des uns des autres et faire votre choix de citoyen libre, je pense que c'est essentiel. Et comme souvent en période électorale, le débat sur la chasse, vieille querelle française, ressurgit. Mais cette fois-ci, entre montée en puissance des intérêts écologistes d'un côté et mise en avant du territoire et de la ruralité de l'autre, le débat s'envenime. Reportage. Un dimanche matin d'hiver au cœur du Morvan.
Michel, 45 ans de chasse derrière lui, est chargé de faire les pieds. Il doit repérer les passages de gibier pour organiser la partie de chasse. Ça, c'est de ce matin, ça. Parce que vous voyez, l'herbe, elle est bien écrasée, là. Une trace de sanglier, mais aussi de cerf, de chevreuil ou de biche. Michel est un expert et ce moment de solitude et de silence pour ne pas alerter les animaux est l'un de ses préférés. Il y a des fois des belles images que je vois du gibier qui rentre, qui sort, qui bouge comme ça. Je les regarde, je les filme. C'est comme ça. Moi, c'est la chasse. C'est pas d'histoire que de tuer. C'est de les trouver là. Si j'arrive à en trouver un comme ça, je suis aux anges. 9 heures, il est temps pour Michel de retrouver ses amis chasseurs qui attendent ses consignes. Comme chaque dimanche, ils sont une dizaine à y participer, des gars du pays rejoints depuis quelques années par 2 néo-ruraux. Donc on ne tire pas en direction des routes, des chemins, des habitations et des personnes, bien sûr. Devant la caméra, le groupe prend soin bien sûr d'afficher son meilleur profil en rappelant notamment son rôle dans la régulation de la nature, car à l'approche de l'élection présidentielle, le débat sur la chasse s'envenime sur fond de montée des préoccupations écologistes et d'un intérêt croissant autour du bien-être animal et du véganisme. Le candidat écologiste Yannick Jadot n'a d'ailleurs pas hésité à proposer une limitation des jours de chasse dans un pays où la période d'ouverture est déjà la plus longue d'Europe. Les gens qui sont en face de moi ne connaissent pas la ruralité. Ils connaissent absolument rien, donc ils parlent d'un sujet qu'ils ne connaissent pas. Donc on ne peut pas discuter. On a l'image du sketch du chasseur, du bon chasseur, du sketch des inconnus, des nuls ou des inconnus, je crois. Voilà, des gens qui sont un peu des viandards, comme on dit vulgairement, qui cherchent absolument à tuer. C'est pas du tout le cas. Enfin, moi, ce que je vis, c'est pas du tout le cas. Alors, les chasseurs, éternels incompris? Pour nombre d'opposants à la chasse, l'argument fait sourire, voire agace. Guy Hervé, fils de chasseur devenu militant à la Ligue de protection des oiseaux, se bat depuis des années contre les chasses cruelles ou celles contre des espèces menacées d'extinction. Mais alors que le nombre de chasseurs a diminué de moitié en un demi-siècle, il ne comprend pas qu'ils soient toujours aussi cajolés. Je pense qu'on prend plus de soin des chasseurs que par exemple des randonneurs ou des cueilleurs de champignons. Parce que ça pèse beaucoup plus dans le débat. Et en plus, ils font un lobbying qui est important. Hein. Ils sont très bien équipés de ce côté-là. C'est un oiseau qui est mal touché, c'est ça, ouais. Du côté des opposants aussi, on affûte ses armes à coups de vidéos choquantes postées sur les réseaux sociaux. L'ambiance est un peu celle d'un bal-trap. Ça tire dans tous les sens. Vraiment dans tous les sens. Celle-ci est signée Pierre Rigaud, un écologue radical devenu la bête noire des chasseurs les plus virulents, car il remet en cause l'existence même de la chasse. Du Parti socialiste à l'extrême droite, tous ne font que reproduire les éléments de langage des chasseurs avec cette vision archaïque de la ruralité qui serait synonyme de chasse. Donc ce que j'attends personnellement de la présidentielle, je ne sais pas si on peut attendre grand-chose sur ce sujet-là, mais c'est que les politiques prennent en compte le fait que dans la population française, il y a une majorité de gens qui sont au moins très critiques sur la chasse, voire hostiles à la chasse et veulent son interdiction. Sergio Dalla Bernardina étudie depuis longtemps les rapports entre l'homme et l'environnement. Et pour cet ethnologue, il y a derrière la question de la chasse une forme de mise en religion de la nature sauvage. On dirait que la religion a quitté les églises pour se déplacer avec ce fameux New Age de néo-mysticisme, de néopaganisme tout simplement, dans la forêt. Et donc, désormais, les animaux aussi sauvages sont quelque part vénérés, idolâtrés. Sans oublier la question des accidents de chasse. S'ils baissent régulièrement depuis 20 ans, ils ont encore fait 18 morts sur les 2 dernières saisons.
Une pétition signée par plus de 120 000 personnes a d'ailleurs entraîné l'ouverture d'une commission du Sénat sur la sécurisation de la chasse. Les chasseurs ont peut-être du plomb dans l'aile. Voilà, c'est tout pour ce 7h. Nous serons de retour à 7h30. Et merci pour ce beau petit voyage. Jusqu'au fil. En France? Ben oui, en France donc. Et surtout, merci pour toutes ces informations. C'était un autre point de l'actualité, bien sûr, à vous proposer dans Matin Bonheur. Régis Kofi revient tout à l'heure? Oui, tout à l'heure à 7h30. À 7h30. Alors, pour l'instant, on va quand même permettre à nous et aussi à nos téléspectateurs de faire un peu de sport. Du sport le matin, très souvent? Oui, justement, les pompes. Les pompes? Oui, quelques 30 à 50 pompes. OK. Ça réchauffe les muscles et puis bon, on est bon pour la journée. Quelques abdos aussi et tout. Oui. Bon, c'est vrai qu'on n'en a pas, il n'y a pas de bidon. Mais oui, ça prouve que, justement, il y a les abdos. Il garde la forme. Voilà. Skinny. C'est ça. OK. Fitness, c'est parti. Chacun avec son tapis, nous allons commencer la séance. Les mains en l'air et nous allons descendre tout droit, tout droit, tout droit, front au sol si possible. Change de position, les jambes toujours séparées, le bras à l'arrière. Et là, nous allons décoller les fessiers du sol. Bougez. 1. Bravo, on revient dans notre position initiale. Changez de bras, décollez les fessiers. On tient, et là on revient. Continue, vous joignez les jambes. Nous allons chercher la pointe des pieds. Voilà. Et là, ramenez le poing au genou si possible. Go. On relève la tête lentement. Le prochain exercice consiste à travailler les fessiers. Pour cela, nous allons décoller l'une des jambes. Prêt. Go. 1, 2, 3, ensemble. 4, 5, 6, 7, 8. Abdominaux contractés. 1. C'est les fessiers. Go. 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 Encore. Encore 3, 2, 1. Le dernier, changez de jambe. Là, moi, je change de position. Très bien. Position. On tend la jambe. Prêt. 2, 3, 4. Go. 1. Go. 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 Contractez abdominaux. Levez la tête. Continue. Go. Très bien. Go. Continue. Go. Go. La tête levée, la bouche ouverte. Inspirez. Soufflez toujours. Et avec le sourire. Continue. Go. 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 Et lâchez. Prêt? Et là, nous allons basculer de chaque côté là. 1. D'accord? 2. Très bien. 3. Lève la tête. 4. 5. 6. 7. La bouche ouverte. Expirez, soufflez. Go. 1. C'est très bien. Continue. Contractez les abdominaux. Coach Arnaud, ça peut aller? Oui. Continue. Continue.
Continuez. Continuez. 2, 3, 2, 1. Posez genoux au sol. Merci. Voilà, aujourd'hui dans le fitness, on parle de musculation au sol, quelques exercices comme ça à faire le matin avant de sortir de la maison ou pourquoi pas, si vous avez fini le travail, pouvez vous permettre en fin d'après-midi de faire un peu de sport aussi. Allez, la revue de presse maintenant avec l'intégrale pour ce jour. Renaud Kevin reçoit M. Ly Aimé, il est rédacteur en chef à Radio Yopougon. Ça part maintenant. Bonjour à tous et merci de nous retrouver pour la revue de presse. Anjoël l'a dit, nous sommes avec Ly Aimé, rédacteur en chef de Radio Yopougon, et c'est avec lui aujourd'hui encore que nous allons y aller pour l'intégrale de la revue de presse. Bonjour Ly Aimé. Bonjour Renaud. Merci encore de répondre à notre invitation, on est très heureux de vous recevoir. Ly Aimé, on démarre tout de suite avec la situation au Burkina Faso. C'est avéré maintenant, le président Roch-Marc Christian Kaboré a été renversé. Oui, c'est une situation qui préoccupe l'ensemble de la sous-région. Vous savez, on a connu le printemps arabe et quand on se rend compte de ce qui se passe en ce moment dans la sous-région, la situation est intervenue en Guinée, au Mali. On se retrouve aujourd'hui avec un autre coup d'État au Burkina Faso. C'est une situation qui est déplorable. Les arguments avancés par les putschistes, on prend nos responsabilités face à l'incapacité du pouvoir en place de ramener la paix et lutter efficacement donc contre le terrorisme. Mais ce qu'il est important de souligner, c'est que ce n'est pas en cassant le thermomètre qu'on va faire baisser la température. Bien évidemment. Voilà, les institutions sont là donc pour faire en sorte que l'ordre soit respecté, mais l'ordre là commence d'abord par respecter même les tests même en vigueur d'abord, avant de penser donc à établir un certain ordre au point de vue sécuritaire. Je crois que c'est un coup d'État qui ne vient pas arranger les choses dans un pays déjà en proie. Le pays est déjà en proie à l'insécurité, au terrorisme grandissant dans ce pays-là. Je pense que c'est ensemble, main dans la main, que les Burkinabés pourront donc travailler à faire reculer donc le terrorisme et installer la sécurité. Ce n'est pas avec des coups d'État en cascade. Et la CEDEAO l'a dit, l'a condamné fermement. Le Conseil de l'Entente, l'ONU, en tout cas toutes ces organisations-là condamnent donc ce énième coup d'État qui aujourd'hui amène le président Roch-Marc Christian Kaboré sur cette liste des présidents ouest-africains qui ont été renversés donc par les putschistes. Et le nouvel homme fort du Burkina, si on peut l'appeler ainsi, hein, c'est un lieutenant-colonel dénommé Damiba. Ses représentants, si on peut le dire ainsi aussi, ont lu le communiqué hier sur la chaîne nationale de télévision burkinabé et voilà, ils ont révélé son identité. Oui, il y a eu plusieurs tractations. On se souvient que les événements ont commencé depuis dimanche. Il y avait de la confusion, on ne savait pas ce qui se passait exactement. Généralement, c'est des concertations qui se font dans les casernes. C'est vrai que l'idée est partie, les actions sont en cours, mais qui va porter donc cette lourde casquette? Les militaires s'engagent généralement sur le terrain politique, mais ils sont conscients que ce n'est pas tous les jours qu'on a les aptitudes quand même pour diriger le pays. Je crois que les soldats doivent rester en caserne et laisser les politiciens, les politiques, donc chacun faire son travail. Et ces différentes actions-là, finalement, ont révélé l'identité voilà, du nouvel homme fort du Burkina Faso, tu l'as dit. Les messages continuent de venir. Paul-Henri Sandaogo Damiba, hein, pour parler de ce nouvel homme fort. Le lieutenant-colonel Paul-Henri, qui devient donc le nouvel homme fort du Burkina Faso. Voilà, on regrette vraiment que les choses se passent comme ça dans ce pays frère, ce pays voisin. Nous sommes préoccupés par la situation au Burkina Faso. Vous savez que la lutte contre l'extrémisme violent en Côte d'Ivoire, la lutte contre le terrorisme, mais la Côte d'Ivoire mène cette lutte-là, mais en comptant sur le travail qui se fait au Burkina Faso et au Mali. Si ces pays-là ne sont pas en sécurité, la Côte d'Ivoire n'est pas en sécurité. C'est pour cela qu'en plus des liens séculaires qui existent entre la Côte d'Ivoire et le Burkina Faso, nous sommes préoccupés par la situation dans ce pays-là. En tout cas, on espère que les choses vont se normaliser, bon, on va dire au niveau sécuritaire, pour que
les relations que la Côte d'Ivoire entretient avec le Burkina Faso, relations séculaires, hein, qu'elle continue à être au beau fixe, et surtout que la sécurité règne aux frontières de nos deux pays. On va s'intéresser à un autre sujet, celui-là très politique, hein, et qui concerne deux figures de la politique ivoirienne, Simone et Laurent Gbagbo, qui, selon l'expression, se livrent une guerre sans merci. Oui, il fallait s'y attendre. Si nos confrères signifient cela, c'est parce qu'ils ont compris que Simone n'attend pas rester en retrait de la scène politique. Elle a dit, elle a toujours, depuis son adolescence, elle a toujours fait la politique. Voilà, c'est pas maintenant elle a la politique dans son ADN. C'est pas maintenant qu'elle va se mettre à la touche. Et si aujourd'hui elle ne s'est pas sentie concernée donc par les débats qui ont porté sur les fonds baptismaux, le PPAC, et qu'elle observe de loin, comprenez, des organisations se sont levées, notamment le mouvement Génération Capable, pour porter la voix de l'ex-première dame de Côte d'Ivoire. Elle entend avec ce mouvement-là. Voilà, elle entend donc de l'opposition. Mais écoutez, quand elle décide donc de revenir, si on peut s'exprimer ainsi sur la scène politique, les militants pensaient qu'elle ira les chercher où? Elle a milité des années durant au Front populaire ivoirien. Si aujourd'hui, les militants du Front populaire ivoirien se retrouvent au PPAC, je ne crois pas qu'ils soient partis là-bas, que tous les militants soient partis là-bas. Certains se reconnaissent en Simone et Gbagbo, et ceux-là... Et la preuve, le week-end dernier, il y a tout un lot de militants, d'ex-militants, on pourra le dire ainsi maintenant, du Front populaire ivoirien, qui l'ont rejoint. Et elle a organisé une cérémonie au cours de laquelle ils ont adhéré effectivement au mouvement des générations capables. Et bon, tout ceci, bien évidemment, c'est une guerre de positionnement, hein, guerre entre griffes. Hein. Voilà, naturellement, en tout cas, des sections de base, certaines sections venues de l'intérieur du pays, venues donc témoigner leur attachement aux valeurs, aux idéaux donc promus par Simone et Gbagbo. Je crois que la pluralité ne fait de mal à personne. Oui, bien évidemment. Il faut permettre à chacun de militer là où il veut, là où il se sent le mieux. Le plus important, c'est que toutes ces intelligences-là mises ensemble permettent de fédérer nos forces pour faire avancer le pays. En tout cas, on va suivre tout cela de très près aussi. Et puis, comme vous l'avez dit, l'essentiel, c'est que ça contribue à bâtir la nation avec la pluralité d'idées et surtout au niveau des aspirations politiques aussi, que tout se passe dans la paix. Eh bien, l'IME, on parle d'autre chose, on parle d'éducation cette fois-ci avec le Premier ministre Patrick Achi qui a lancé hier le projet de construction de 7 établissements d'enseignement technique en Côte d'Ivoire et le premier coup de pelle a été donné à Niamey. Oui, c'était à Ebimpe, le premier coup de pioche, tu l'as dit, mais c'est un projet qui va permettre donc la création de 7 établissements sanitaires, et cela grâce à la coopération sino-ivoirienne. Vous savez, la Chine... L'enseignement professionnel, vous voulez dire? Oui, justement. Vous savez que la Chine soutient le développement de l'éducation en Côte d'Ivoire, mais également le secteur de l'enseignement professionnel. L'exemple le plus palpable, c'est le lycée d'excellence Alassane Ouattara, bâti à Grand Bassam, qui est une fierté de la Côte d'Ivoire. Et en initiant et en accompagnant la Côte d'Ivoire sur cet autre projet, la Chine, en plus de construire les infrastructures, mais accompagne également le pays sur 4 années en ce qui concerne la formation donc, des jeunes qui seront dans ces différents établissements-là. C'est un soutien important pour l'État de Côte d'Ivoire qui fait donc de la formation des jeunes un secteur prioritaire. Le président l'a dit, il faut la transformation structurelle de l'économie ivoirienne, mais également une jeunesse formée à divers métiers qui sait donc se prendre en charge. Et c'est cela qui va permettre à notre pays d'aller de l'avant. C'est une bonne chose donc que ces projets-là soient lancés. 7 villes sont concernées. Le lancement a eu lieu à Ebimpe, mais également d'Abakala, il y a également Dabakala et d'autres villes de l'intérieur du pays qui sont concernées par ce projet. En tout cas, c'est de bon augure pour l'enseignement professionnel en Côte d'Ivoire et on espère que la jeunesse va véritablement profiter de ces projets. L'IME, on va s'intéresser à un sujet rapidement qui inquiète les autorités policières ivoiriennes, c'est celui d'une nouvelle drogue qui circule à Abidjan et qui fait de nombreuses victimes au sein de la jeunesse. Oui, il y a quelques années, la sonnette d'alarme a
donc au niveau de la France, qui avait déjà enregistré des victimes de cette... Vous savez, ces substances-là sont généralement utilisées du point de vue pharmaceutique. Oui. Voilà. Mais quand ça sort du domaine de la médecine, où les doses sont généralement mieux contrôlées, que ça se retrouve dans le public, c'est des substances très dangereuses. Oui. Et aujourd'hui, on craint le fait qu'une loi ait été prise en France donc pour interdire cette substance-là. On craint que la Côte d'Ivoire devienne en tout cas un terreau fertile donc à la propagation de cette drogue. En tout cas, on compte sur les autorités policières pour éviter que cette drogue n'envahisse le marché ivoirien. Et puis pour terminer, l'IME, la CAN 2021 plutôt, qui se déroule en ce moment et qui fait des heureux et des victimes aussi. Hein. Oui, la CAN 2023, ce sera en Côte d'Ivoire. Pour l'heure, nous sommes, la CAN 2021, nous sommes chez Samuel Oto au Cameroun. La CAN donc, se poursuit avec notamment la qualification du pays organisateur hier pour les quarts de finale. Également le Burkina qui a composté son ticket pour les quarts de finale. Notre pays entre en lice à partir de demain. Mais cette CAN-là, c'est vrai qu'on dit... Il y a beaucoup à dire là-dessus. Il y a beaucoup à dire là-dessus. Des sanctions de la CAF à 2 vitesses. On veut que le ballon qui tourne soit l'occasion d'une grande fête, mais que ce genre de situation ne vienne pas entacher la fête du ballon rond. Hier, on a assisté à la victoire du Cameroun, mais je dois dire que le Cameroun a vaincu sans gloire. Mais en tout cas, c'est ce que dit aussi le nouveau réveil. C'est ici qu'on va s'arrêter, l'IM. On retient que la Côte d'Ivoire joue demain sur le coup de 16h face à l'Égypte. En tout cas, on va porter nos éléphants et les encourager pour la victoire. Merci de nous avoir suivis. Retrouvez Angeval dans quelques petites secondes, juste après cette transition. Information Covid-19. Pourquoi faut-il porter un masque de protection? Le virus du Covid-19 est présent sur les surfaces infectées, mais surtout dans le creux du nez et de la bouche d'une personne contaminée qui fait la maladie ou pas. Le virus Covid-19 est présent dans les postillons ou microsalives que le malade distille lorsqu'il tousse ou lorsqu'il parle pour se propager dans l'air et infecter une personne bien portante. À 2 ou à plusieurs, dans les lieux publics ou privés, il nous faut tous porter le masque de protection car il permet d'empêcher l'éparpillement des microsalives infectées du malade et de bloquer l'inhalation de ces postillons par une personne saine. Le masque agit comme une barrière contre les gouttelettes expulsées des voies respiratoires. Pour être efficace, il doit bien couvrir le nez et la bouche. Pourquoi faut-il respecter la distanciation sociale? Un individu qui parle diffuse involontairement autour de lui des postillons salivaires qui peuvent atteindre jusqu'à 1 mètre de distance autour de lui. La Covid-19 se trouve dans les voies respiratoires de la bouche et du nez d'une personne infectée qui fait la maladie ou pas et peut ainsi se propager, porter par ces gouttelettes et contaminer une personne bien portante. Nous pouvons stopper la propagation de cette maladie en maintenant une distance sociale d'au moins 1 mètre entre nous et les autres, c'est-à-dire ne pas se serrer la main et ne pas se faire d'accolade. Protégeons-nous, protégeons les autres. Plus d'informations au 119, appel gratuit. Dernière dose d'information dans Matin Bonheur. Merci à toutes et à tous d'être avec nous. Les forces armées ivoiriennes et françaises ont conduit à Assini une séquence de préparation opérationnelle baptisée Tourako. L'exercice militaire a consisté au largage de parachutistes français du 43e BIMA et ivoiriens du 1er bataillon de commando parachutistes. Jean-Marc Adjadji. Il est 13h à Assini, quand des opérateurs radio de l'armée française en Côte d'Ivoire se mettent en activité. Ils enclenchent la communication avec la base aérienne d'Abidjan. Un avion de transport de type CASA CN-235 de l'armée de l'air française, en provenance de Djibouti, vient de décoller. Il doit effectuer un largage de masse d'une quarantaine de parachutistes français du 43e BIMA, avec des sauts à ouverture grande hauteur et automatique. C'est à 13h45 que la première colonne de para, à vue du ciel, effectue son atterrissage à 300 et 6000 mètres d'altitude. Après 6 rotations, s'ensuit des heures plus tard, le saut à basse altitude des sous-officiers du 1er bataillon de commando parachutiste, 1er BCP de Côte d'Ivoire. Nous sommes à un exercice militaire conjoint des forces militaires françaises et ivoiriennes dénommé Tourako. Vol tactique, posé sommaire avec infiltration sont entre autres les objectifs de l'opération. La préparation vise à renforcer la coopération militaire entre les deux pays. L'opération Tourako
prévoit d'autres largages à Yamoussoukro, Zouenoula, Sassandra, Gagnoa et Grand Bérébi. Elle prendra fin le 26 janvier 2022. Autre volet de l'actualité, la Direction générale des affaires maritimes et portuaires et le Bureau ivoirien du droit d'auteur ont signé une convention. Le Burida entend élargir son assiette de perception en vue d'accroître ses ressources. Serge Colléa nous en parle. Accord scellé, partenariat bien ficelé. Le colonel Julien Yao, directeur général, ouvre les portes du secteur des affaires maritimes et portuaires au Burida. Désormais, les agents du Bureau ivoirien du droit d'auteur peuvent opérer dans tous les réceptifs et espaces en bordure de mer, des lagunes et aussi dans les navires. De la frontière ghanéenne jusqu'à la frontière libérienne, tout ce long-là, nous avons aussi nos antennes, nos arrondissements où nous avons des agents. Donc il va falloir former tout cela pour leur permettre effectivement d'effectuer ce travail-là de façon convenable. Voilà, je pense qu'en conjuguant nos efforts, le Burida et nous pourrons effectivement atteindre les objectifs recherchés. Karim Ouattara, le directeur général, a dit sa volonté de toujours œuvrer au bien-être des sociétaires du Burida. L'année 2022 sera une année de challenge pour nous parce que, en dehors donc, de ces espaces-là et de ces communes, nous voudrions que tous les établissements publics nationaux, l'administration publique elle-même s'y mettent également, qu'elle emprunte le chemin, le train du droit d'auteur et que partout où il y a l'expression des œuvres de l'esprit, que ceux qui le font aient l'autorisation et qu'ils puissent s'en acquitter. Ce partenariat vient élargir le champ d'action et l'assiette de perception du Burida. Le Bureau ivoirien du droit d'auteur multiplie depuis quelques années les actions dans tous les secteurs d'activité. Dans le reste de l'actualité, l'armée burkinabé a annoncé avoir renversé le président Roch Marc Christian Kaboré, suspendu la Constitution et dissous le gouvernement et l'Assemblée nationale. Le président serait détenu par des soldats mutins dans un camp militaire. L'ONU a condamné fermement le coup d'État. L'armée souligne que sa prise de pouvoir s'est déroulée sans violence et que les personnes arrêtées se trouvent en lieu sûr. Le MPSR s'est engagé à proposer un calendrier de retour à un ordre constitutionnel accepté de tous. Une sortie de la pandémie de Covid-19 pourrait se profiler en Europe 2 ans après l'apparition de cette maladie sur le vieux continent où Omicron pourrait avoir contaminé 60% de la population d'ici à mars, a estimé dimanche l'Organisation mondiale de la santé, OMS. Il est plausible que la région se rapproche d'une fin de la pandémie, a dit le directeur de l'OMS Europe à l'AFP, appelant toutefois à la prudence du fait de la versatilité du virus. L'actualité, c'est aussi la Coupe d'Afrique des Nations. Hier, le Cameroun s'est qualifié pour les quarts de finale de la compétition. C'était face aux Comores, dont l'effectif a été diminué par le Covid-19 et réduit très tôt dans cette rencontre à 10 avec le carton rouge concédé. Dans l'autre quart de finale, c'est la Gambie qui a pris le meilleur sur la Guinée, 1-0. Les huitièmes de finale se poursuivent. À suivre à 16h, temps universel, Sénégal-Cap-Vert et à 19h, temps universel, Maroc-Malawi. Merci à toutes et à tous de votre attention. Retrouvez à présent Angeval. Merci à Régis Kofi pour ce point de l'actualité-là. Et puis, c'est le dernier pour aujourd'hui. C'est le dernier. C'est le dernier. On va souffler un peu. On souffle un peu et on se retrouve demain avec beaucoup de plaisir, toujours. Justement. Avec beaucoup de plaisir. Ouais. Avec beaucoup de plaisir. Alors, rapidement, avant qu'il ne parte, j'ai quelque chose à dire à Régis Kofi. Il y a une jeune dame qui se trouve hors caméra, voilà, qui est juste derrière les caméras, là, qui disait tout à l'heure j'adore sa voix. Ah. Ça me va ravi. Merci beaucoup. Oui. Donc, ça peut aller? Bon, on va. Merci à Régis. Merci pour ce point de l'actualité. Donc, allez, on va recevoir maintenant notre invité du jour pour échanger sur l'affiliation et le rétablissement d'identité. Nous sommes mardi aujourd'hui, nous sommes en droit et nous avons le plaisir de recevoir Maître Vanessa Balleroux. Elle est avocate donc et avec elle, bien sûr, ce sera quelques minutes, une vingtaine de minutes pour plancher sur ce sujet.
l'invité du jour. Voilà, nous la recevons maintenant, Maître Vanessa Balleroux. Bonjour. Bonjour. Bienvenue. Merci beaucoup. Un autre rendez-vous pour ce sujet sur la filiation et le rétablissement d'identité. Tout à fait. Ça fait partie aussi de notre quotidien. Tout à fait. On fait de grosses erreurs. Ça arrive, malheureusement. Et donc, on est là pour en parler. On va continuer, bien sûr, dans notre salon. L'idée est d'expliquer la filiation, qu'est-ce que c'est que la filiation, lien juridique entre un enfant et ses pères et ses mères. Déjà, il faut le dire, comment on établit la filiation d'un enfant? Alors, la filiation, c'est le lien juridique, comme vous l'avez indiqué, et même, j'allais dire, légal, qui va exister entre un père, un enfant, son père, et un enfant et sa mère. Donc, en général, ce qu'on fait, c'est que l'enfant est déclaré au moment de sa naissance. Ça, c'est dans le cas les plus habituels et les plus récurrents. L'enfant est déclaré au moment de sa naissance en mairie. Il est reconnu par son père. Sa filiation est établie à l'égard de sa maman. Dès lors qu'il est mis au monde par une femme, on considère que c'est son enfant. Et maintenant, le père, lorsque les parents ne sont pas mariés, on va distinguer si les parents sont mariés ou s'ils ne sont pas mariés. Mais en tout état de cause, le père ira reconnaître l'enfant auprès de l'officier d'état civil, donc à la mairie ou à la sous-préfecture. Alors, vous m'emmenez à vous demander à quel moment peut-on engager officiellement la procédure de filiation? Alors, dès que l'enfant naît, vous devez aller déclarer votre enfant auprès de l'officier d'état civil. Ça dépend où vous vous trouvez. En zone urbaine, vous allez en mairie. En zone un peu plus rurale, vous allez auprès de l'officier d'état civil qui se trouve auprès de la sous-préfecture ou de la préfecture pour déclarer la naissance de l'enfant et établir ainsi aux yeux de la loi que vous en êtes les pères et mères. Donc, typiquement, on va vous délivrer un acte d'état civil qu'on appelle communément extrait de naissance. Alors, ce que vous dites, c'est intéressant, mais on a des cas que nous avons dans nos villes, dans nos régions et tout, dans nos quartiers, où les enfants ne sont pas déclarés dès la naissance. Oui, vous avez la possibilité de le faire. Quand la déclaration est un peu tardive, vous avez encore la possibilité de le faire. Même pour une personne qui serait devenue majeure entre-temps, il y a la possibilité de déclarer cette personne et de la reconnaître comme étant son enfant. Et à ce moment-là, quand la personne est mineure, vous n'avez pas besoin de son consentement, mais quand la personne est majeure, à ce moment-là, vous pouvez la reconnaître, mais il faut qu'elle donne son consentement pour être reconnue par son père ou même par sa mère si la reconnaissance n'a pas été faite à la naissance, la filiation n'a pas été établie à la naissance. Donc, on peut le faire de manière très tardive. Quand vous êtes hors délai pour faire la déclaration auprès de l'officier d'état civil, à ce moment-là, vous vous tournez vers le tribunal et on vous délivre ce qu'on appelle un jugement supplétif. Donc, on établit votre état civil, non pas auprès de l'officier d'état civil, mais c'est le tribunal qui va vous délivrer un jugement qui va établir votre filiation à l'égard de votre père ou de votre mère. Alors, dites-nous, quelle différence entre des enfants nés dans le mariage et ceux qui sont nés hors mariage? Alors, il y a deux phases, on va dire. Il y avait une première loi de 64, la loi sur le mariage de 1964, qui établissait clairement que l'enfant né dans le mariage était légitimé par le mariage de ses parents. C'était la différence avec les enfants nés hors mariage. Maintenant, la tendance est plus vers la reconnaissance des mêmes droits pour tous les enfants, qu'ils soient nés dans le mariage ou hors du mariage. Donc, sur le plan juridique, il n'y a pas vraiment de différence entre les enfants, qu'ils soient nés dans le mariage ou hors du mariage, en tout cas sous l'empire de la nouvelle loi de 2019. Alors, vous avez évoqué un mot qui m'interpelle, reconnaissance. Peut-on reconnaître un enfant longtemps après sa naissance? Oui, on peut le faire. Je vous ai indiqué qu'on pouvait le faire quand l'enfant est mineur, a priori dès sa naissance, mais vous pouvez le faire plus tard. Simplement, les modalités seront un petit peu différentes. Là où on fait une reconnaissance en mairie ou en sous-préfecture auprès de l'officier d'état civil, si la reconnaissance est tardive, elle va se faire par le biais d'un jugement supplétif. Mais on peut imaginer même une personne qui n'aurait pas été reconnue dès sa naissance par son parent, eh bien, la reconnaissance peut se faire même quand la personne est devenue majeure, c'est-à-dire au-delà de 18 ans. Mais à partir de cet âge-là, dès que la personne est majeure, il faut qu'elle donne son consentement pour être reconnue. Donc oui, il est possible de reconnaître tardivement une personne.
Merci en tout cas à Maître Vanessa Balleroux, qui est notre invitée chaque mardi. Avec elle, on parle bien sûr droit. Voilà, aujourd'hui, le sujet filiation et rétablissement d'identité. Vous l'avez compris, on peut reconnaître un enfant longtemps après sa naissance. L'enfant peut être même majeur et voilà, on peut donc le faire aisément. Il y a toutes les dispositions juridiques qui nous permettent de le faire, mais ce qui serait mieux, et ce que nous allons préconiser, c'est de le faire dès la naissance. Dès la naissance, absolument. Absolument. Merci pour le rajout. Alors, qu'est-ce que le rétablissement d'identité? Alors, le rétablissement d'identité, c'est typiquement le cas d'une personne qui n'a pas été déclarée, qui n'a pas d'extrait de naissance, donc qui n'a pas d'existence au niveau de l'état civil, ou une personne qui utilise un ou plusieurs actes de naissance qui ne sont pas conformes à son identité réelle. Donc, monsieur est né X Paul et il utilise l'extrait de naissance de X Joseph, par exemple, et il a été scolarisé, il a eu ses diplômes, il a commencé à travailler sous cette identité-là. À ce moment-là, la loi lui permet, depuis 2018, de changer et de récupérer sa véritable identité, s'il le souhaite, bien entendu. Ou alors, pour la personne qui n'aurait pas été déclarée au moment de sa naissance ou qui est dans l'incapacité de faire établir un état civil, parce que, je ne sais pas, les registres ont disparu ou ont été détruits, eh bien, cette personne-là pourra, par cette procédure de rétablissement d'identité, récupérer son identité réelle ou en tout cas son état civil et avoir un seul état civil aux yeux de la loi. Cela pourrait effrayer certaines personnes lorsqu'on dit, par exemple, est-ce qu'il est possible de rétablir son identité lorsqu'on a utilisé pendant longtemps. Vous avez donné un exemple tout à l'heure. On a eu peut-être des diplômes, on a vraiment avancé dans la vie. Il n'y a pas de crainte à ce niveau. Non, il n'y a pas de crainte. La loi l'a prévu expressément. Il n'y aura pas de poursuite si vous venez introduire une procédure de rétablissement d'identité. Justement, c'est pour éviter ces désordres au niveau de l'état civil, parce qu'il y a un processus d'identification de tous les Ivoiriens et de toutes les personnes qui résident sur le territoire ivoirien grâce à un numéro d'identifiant unique qui permettra de suivre les gens de leur naissance à leur mort et d'avoir un seul identifiant. Donc l'idée, c'est vraiment de permettre à chacun de pouvoir récupérer sa véritable identité sans préjudice aucun. Et en le faisant, et puis ça se fait de toute façon auprès des tribunaux. C'est le tribunal qui va délivrer un jugement qui va permettre de rétablir l'identité. Il va vous faire interdiction et annuler les actes qui sont soit faux, soit les actes qui appartiennent à d'autres personnes et que vous avez utilisés. Donc, ce n'est pas une procédure qui va entraîner des poursuites pour faux usage de faux. Au contraire, la loi le prévoit expressément. Il n'y a pas de poursuite quand vous venez en rétablissement d'identité. Donc, pas de crainte, il y a ces nouvelles dispositions juridiques là, qui vous permettent bien sûr le rétablissement des identités. Est-ce qu'il y a des précautions à prendre pour éviter d'arriver à ces grosses erreurs que nous faisons au quotidien? Bien, oui, de toute façon, j'ai envie de dire que c'est le cheminement naturel pour tout le monde. Hein. Tout le monde fait des erreurs et l'idée, c'est vraiment que grâce à la loi, on puisse réparer ces erreurs. Donc, il est possible de le faire. Il ne faut pas hésiter à le faire. Il vaut mieux reconnaître, par exemple, qu'on n'a pas utilisé sa véritable identité ou qu'on a fait une modification de sa date de naissance et pour permettre de venir récupérer sa véritable date. Ça va avoir des conséquences, c'est vrai, au niveau civil, au niveau de la vie de tous les jours, mais si on en a la possibilité ou si on le souhaite, on peut récupérer sa véritable identité. Et souvent, on se demande pourquoi on ne déclare pas l'enfant dès sa naissance. Oh, vous savez... C'est vrai que je ne vais pas vous envoyer dans cet aspect sociologique. Bon, si, un petit peu, mais cette absence de déclaration de naissance, ça peut arriver dans plusieurs cas. Vous avez par exemple des cas où les personnes sont très éloignées, par exemple, des lieux de déclaration, des lieux d'établissement de l'état civil. Donc, et puis le temps passe et puis finalement, on n'a pas vraiment l'utilité.
sauf quand, par exemple, on doit scolariser l'enfant et on se souvient qu'on ne l'a pas déclaré à l'état civil ça commence à poser problème. Oui. Ou alors, il y a des difficultés sur la paternité est contestée. Par exemple, le père n'a pas envie de reconnaître l'enfant, il a des doutes, etc. Donc, l'enfant ne peut ne pas être reconnu par son père pour ces raisons-là, entre autres. Et la loi vient organiser justement la possibilité de rattraper cela ou pour la personne qui est visée, c'est-à-dire l'enfant, la possibilité de faire établir, même si ça n'a pas été fait, faire une procédure judiciaire pour établir sa filiation à l'égard de tel ou tel parent. Comme ça se voit dans nos différents quartiers aussi, dans notre vie de tous les jours, lorsque le père ne reconnaît pas l'enfant à la naissance, est-ce que ce père-là peut revenir plus tard reconnaître l'enfant et est-ce qu'il faut le laisser reconnaître son enfant? Alors, ça dépend des circonstances. Hein. Oui. Si, par exemple, je reçois quelqu'un à mon cabinet qui me dit voilà, j'ai un enfant que je n'ai pas reconnu, etc., alors on va examiner la situation de l'enfant. Oui. S'il est mineur, il faut regarder est-ce qu'il a été reconnu par ailleurs par quelqu'un d'autre, parce que ça peut arriver. Par exemple, la maman a un nouveau compagnon ou s'est mariée entre-temps et le mari a dit « c'est pas grave, moi je vais reconnaître quand même ton enfant parce que je te prends avec ton enfant Oui. ». Donc l'enfant a déjà un état civil et revenir faire une action en reconnaissance de paternité, ça peut bouleverser un peu la vie de l'enfant. Donc il faut regarder l'intérêt de l'enfant. Si la personne est majeure, alors on peut lui demander, puisqu'il faut son consentement en tout état de cause pour le reconnaître, on peut lui demander est-ce que tu serais d'accord, voilà, je n'ai pas pu te reconnaître ou je n'ai pas voulu te reconnaître pour X ou Y raison. Aujourd'hui, je suis revenue sur ma décision, je voudrais le faire, est-ce que tu es d'accord? Donc ça se discute. Mais en tout état de cause, sur le plan strictement légal, il y a la possibilité d'intenter des procédures pour le faire. Et c'est ouvert, on peut le faire beaucoup plus tard. Maintenant, il faut regarder la situation de l'enfant au moment où on décide de faire cette démarche-là. Oui, il faut regarder aussi peut-être le refus de la mère. On prend dans ce sens. Si l'enfant est mineur, je pense que si la mère s'y oppose, ça sera un peu délicat. Mais à ce moment-là, ça sera tranché par les tribunaux. Par les tribunaux. Et on imagine, on va dire quoi, le marathon qu'il faudrait faire tout le temps au palais de la justice pour régler cette affaire. Je ne parlerai pas de marathon, mais en tout état de cause, si on se fait assister par un avocat, à ce moment-là, ça amoindrit les contraintes ou ce qui pourrait apparaître comme des contraintes, qui est en réalité le fonctionnement normal des tribunaux. C'est une procédure judiciaire, ça prend le temps que ça prend. Maintenant, c'est vrai que c'est compliqué et que ce sont des sujets qui touchent à l'état des personnes, qui sont assez délicats. Donc, il faut prendre en compte beaucoup d'aspects au-delà même de la procédure pour essayer d'avoir le meilleur résultat possible. Donc, vraiment, c'est des procédures, légalement, c'est possible, mais c'est parfois assez houleux. Donc, il faut vraiment peser le pour et le contre et voir si ça ne bouleverse pas la vie de la personne qui est visée, c'est-à-dire l'enfant. En tout cas, merci pour le mot houleux. Ouais. Pour le citoyen lambda, eh bien, que faut-il retenir, bien sûr, par filiation et rétablissement d'identité? Alors, la filiation, ça va être le lien juridique entre un enfant et son père et sa mère. L'idéal, c'est que l'enfant puisse être reconnu dès sa naissance. Si ce n'est pas possible, il y a toujours la possibilité de le faire un peu plus tard en allant auprès de l'officier d'état civil, à la mairie ou à la sous-préfecture, ou en se rendant, si vraiment on est très très en retard, auprès du tribunal pour obtenir un jugement supplétif. Maintenant, le rétablissement d'identité, c'est lorsque vous avez fait usage d'un extrait de naissance qui n'est pas le vôtre, ou que vous avez un faux extrait de naissance, ou que vous avez plusieurs identités, plusieurs extraits de naissance que vous utilisez dans différentes situations. La loi vous permet de revenir récupérer votre véritable identité pour faire une procédure auprès du tribunal, mais il n'y aura pas de poursuite dans ce cadre-là. Il ne faut pas craindre d'aller au tribunal en disant on va me reprocher d'avoir fait du faux ou bien d'avoir utilisé un extrait qui n'est pas le mien. Il n'y aura pas de poursuite à ce moment-là. En tout cas, j'aime bien la fin de ce que vous dites. Merci beaucoup à Maître Vanessa Balleroux. On rappelle qu'aujourd'hui, avec elle, eh bien, on parle de la filiation du rétablissement d'identité. Ça paraît très simple. Hein. Ça paraît très simple, la filiation, le rétablissement d'identité et tout. Ce sont des procédures qu'il faut suivre tranquillement. Ce sont des procédures qu'il faut suivre tranquillement. Il ne faut pas hésiter à se référer à la loi puisque c'est notre boussole commune.
Et c'est pour ça que nous sommes là aussi pour vous informer. Certainement, elle sera encore avec nous la semaine prochaine pour décortiquer un autre sujet. Voilà. Maître, vous allez rester avec nous. Avec plaisir. On va terminer cette émission ensemble. Avec plaisir. Il n'y a pas de souci. Je pense qu'on va préparer un bon petit café. Vous prenez le café le matin? Oui. Serré? Oui, un peu serré, sans sucre. Un peu serré. OK. Pour pouvoir se réveiller. Donc, vous suivez Matin Bonheur et nous sommes dans le dernier virage de cette émission. On aura Renaud dans quelques instants qui nous permettra d'avoir encore des informations avant de terminer. On vous rappelle juste qu'aujourd'hui, c'est encore un jour de Cannes que vous allez avoir sur nos différentes chaînes, sur Radio Côte d'Ivoire, sur la 3 et sur RTI 1. Bien sûr, ce sera à 16h et à 19h. Donc, on reviendra sur ces infos jour J pour aujourd'hui. Donc, allez, on part avec Renaud et c'est Info Express. Voilà, merci de nous retrouver pour Matin Express cette fois. Et actualité oblige, on ouvre au Burkina Faso où on retrouve notre confrère Bachir Doussa. Bonjour Bachir. L'armée a annoncé ce lundi 24 janvier avoir renversé le président Roch-Marc Christian Kaboré, suspendu la Constitution et dissous le gouvernement ainsi que l'Assemblée nationale. Le président Kaboré serait détenu par des soldats mutins dans un camp militaire. Quelle est la situation actuellement à Ouagadougou? Bonjour, oui, c'est bel et bien un coup d'État au Burkina Faso, dirigé par le mouvement patriotique pour la sauvegarde et la restauration MPSR, avec à sa tête le lieutenant-colonel Paul-Henri Sandago Damiba. C'est depuis la matinée du dimanche 23 dernier que des tirs aux armes lourdes avaient été entendus dans plusieurs casernes militaires du Burkina Faso. Même si les journées de dimanche et du lundi ont été relativement calmes à travers toute la capitale, l'on pouvait apercevoir des blindés stationnés devant la télévision nationale. Mais désormais, ces choses faites à travers un communiqué lu par un responsable de ce mouvement à la télévision nationale annonçant la dissolution du gouvernement et l'instauration d'un couvre-feu jusqu'à nouvel ordre. Alors ce qu'il convient de relever, c'est que l'ancien président du Faso, Roch-Marc Christian Kaboré, le Premier ministre et le président de l'Assemblée nationale seraient tous en lieu sûr selon plusieurs sources concordantes. Pour l'heure, le nouvel homme fort du Burkina Faso, retenez bien le nom, Paul-Henri Sandago Damiba. Merci Bachir Doussa. On part au Sénégal à présent, où la coalition au pouvoir a reconnu sa défaite face à l'opposition à Dakar et dans plusieurs grandes villes du pays lors des élections municipales de ce dimanche. Et on y retrouve Fama. Bonjour Fama, vous avez interrogé des Sénégalais après les résultats du scrutin. Bonjour Abidjan, bonjour Renan Kobia. Et oui, c'est la surprise générale, la coalition Benno Bokk Yakaar, coalition donc du président Macky Sall qui a été défait dans plusieurs villes et plusieurs communes. Déjà, Dakar, la capitale sénégalaise, ville la plus stratégique, a donc été remportée par Barthélémy Diaz avec la coalition Yewwi Askan Wi, la coalition donc de l'opposition avec à sa tête Ousmane Sonko. Merci Fama. Et après ces élections, bien évidemment, vous avez tendu votre micro à des Sénégalais. Les Sénégalais ont réagi après le vote. On écoute leur réaction. On peut dire que c'est une défaite qui a surpris même le camp du pouvoir. Parce qu'au vu de la campagne passée, la campagne électorale, le parti au pouvoir, le camp présidentiel, ne s'attendait pas à une telle débâcle. Surtout perdre de grandes villes comme Ziguinchor, comme Dakar et comme Thiès. Je trouve que c'est une sanction et un avertissement. Ce pays-là, avec toutes les surprises qu'on a eues, des animateurs, des journalistes, des anonymes qui sont devenus maintenant des maires et qui ont renversé toutes les tendances. Alors, au-delà de Dakar, qui a été gagné donc par Barthélémy Diaz, qui était jusque-là maire de Sacré-Cœur-Mermoz, il y a aussi la ville de Ziguinchor, dans le sud du pays, une ville stratégique, une région qui a été remportée par Ousmane Sonko. Il a fait une razzia totale. Il y a également la région de Thiès, avec l'ancien Premier ministre qui est devenu aujourd'hui allié du président Macky Sall, Idrissa Seck, qui est tombé entre les mains de l'opposition. Il y a aussi la ville stratégique de Guédiawaye, dans la banlieue de Dakar, où il y avait le frère du président Macky Sall, qui était jusque-là maire. Eh bien, cette ville a échappé au camp du pouvoir. Alors aujourd'hui, ce qu'on peut retenir, c'est que les Sénégalais ont voté contre Macky Sall
qui n'a toujours pas édifié les Sénégalais sur une possibilité de faire un troisième mandat. Mais quoi qu'il en soit, c'est un vote sanction qui a été donc fait ici au Sénégal, les locales largement remportées par donc l'opposition aux grands dents du pouvoir, avec à sa tête le président Macky Sall. On s'attend à ce qu'il fasse une sortie, une conférence de presse était d'ailleurs prévue le jour du scrutin à 22h, mais elle a été donc reportée à une date ultérieure. Ok, Fama, malheureusement, ce scrutin a été entaché de violences qui ont fait au moins 2 morts. Il y a eu de la violence, certes, il y a eu même mort d'hommes. On annonce 2 personnes qui ont été tuées. Une personne a été brûlée vive à l'issue de ce scrutin. Une autre personne est donc décédée dessus d'un accident causé donc par un convoi d'un candidat. Mais quoi qu'il en soit, dans un cadre général, le scrutin s'est bien passé. Les Sénégalais ont donc choisi leur maire et président de conseils départementaux dans différentes localités. Merci Abidjan, merci Renaud, c'était Fama Dione depuis Dakar. À très bientôt. En tout cas, merci Fama et à très bientôt, comme vous le dites, pour d'autres informations nécessaires plus reluisantes sur le Sénégal. C'est ici qu'on s'arrête. Anjoal, on vous cède le micro pour finaliser Matin Bonheur, j'imagine. Ben oui. Merci à Renaud donc pour Matin Express et merci à tous nos confrères qui nous permettent comme ça d'avoir les informations depuis leur pays respectif. Avant de terminer les infos, jour J, ce 25 janvier se tient la cérémonie annuelle de présentation du bilan des activités 2021 de la Bourse régionale des valeurs mobilières et du dépositaire central Banque de règlement. Et fin ce jour 2022, 25 janvier 2022, à Rabat, au Maroc, de la réunion de haut niveau sur le financement de l'organisation panafricaine organisée par l'Union africaine. Cannes 2021, n'oubliez pas, Sénégal, Cap-Vert à 16h, voilà, et vous aurez Maroc, Malawi, ce sera sur le coup de 19h, et ce sont des matchs à suivre, bien sûr, sur nos chaînes. Merci encore à Renaud, merci à Maître Vanessa Balleroux, on aura grand plaisir à vous retrouver encore pour d'autres sujets assez intéressants. Merci à Jacques Brou qui a réalisé cette émission. Demain, on sera là, on sera en orange, blanc et vert pour soutenir les éléphants de Côte d'Ivoire. Mettre rapidement, pronostic pour demain? Victoire pour les éléphants. Victoire pour les éléphants, voilà, tout simplement. Même si c'est 1-0 en tout cas. Victoire pour les éléphants. Renaud, je sais que lui Renaud, il est 2. Okay. 2-0. Bizarrement, je savais qu'il allait dire 2-0. Allez.